Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur les pavés sombres de la rue Washington, dans le quartier populaire de West End, à Atlanta. Chaque goutte, froide et légère, semblait tomber en cadence sur les toits, les voitures garées, et les trottoirs usés par le temps. L'air humide portait cette odeur caractéristique de la ville après l'averse, un mélange de terre mouillée et de bitume chaud. Les réverbères, faiblement éclairés, diffusaient une lumière jaune terne, à peine suffisante pour percer le voile de la nuit. Ils projetaient sur les façades décrépites des immeubles des ombres mouvantes, jouant avec le contour des fenêtres fissurées et des portes peintes à la va-vite. Le vent léger faisait frissonner les branches des vieux arbres et balayait quelques feuilles mortes sur le trottoir glissant. Marcus Reed avançait d'un pas calme et mesuré, son manteau épais trempé par la pluie collant légèrement à sa peau. Le tissu humide lui donnait cette sensation familière de froid contre le dos, mais il ne s'en plaignait pas. La fraîcheur l'aidait à se réveiller, à chasser la fatigue de la longue journée passée à l'entrepôt où il travaillait comme manutentionnaire. Ses mains étaient calleuses, témoins d'années de travail physique exigeant, de gestes précis et de charges lourdes déplacées sans relâche. Malgré la rudesse de son emploi, Marcus portait en lui une dignité tranquille, forgée dans l'adversité. À 38 ans, il n'était pas simplement un homme ordinaire. Son visage, marqué par quelques rides précoces, racontait une histoire bien plus complexe. Ancien marin de la marine américaine, il avait passé 10 ans à servir sur des frégates, sillonnant les océans, affrontant les tempêtes les plus terribles. Il avait vu des tempêtes ravager la mer, les vents hurler comme des bêtes sauvages, mais aussi des paysages marins d'une beauté à couper le souffle. Il avait participé à des missions humanitaires dans des zones de conflit, distribuant des secours, soignant les blessés, apportant un peu d'espoir là où tout semblait perdu. Ce passé militaire avait imprimé en lui une discipline de fer. Marcus avait appris à maîtriser ses émotions, à garder son calme même dans les pires circonstances. Le respect des autres, la résilience face à l'adversité, l'humilité devant la force de la nature, ces valeurs étaient devenues ses piliers, son armure invisible contre les difficultés. Alors qu'il traversait la rue, son regard droit et tranquille scrutant les alentours, il sentit soudain une présence derrière lui, lourde et insistante. 3 silhouettes se découpaient dans la pénombre, avançant d'un pas rapide, presque menaçant. Leurs uniformes sombres ressortaient sous la faible lumière des réverbères, leurs insignes métalliques scintillant brièvement. L'un d'eux, Jacques Simmons, un vétéran au visage buriné par les années et le soleil, s'arrêta net devant Marcus. Ses yeux durs, froids, semblaient sonder chaque détail, chaque geste, avec suspicion. Sa voix résonna sèchement, brisant le silence de la nuit. « Et, toi? Arrête-toi. On a reçu un appel, on te suspecte d'avoir volé dans la boutique au coin. » Le cœur de Marcus battit un peu plus fort, mais il ne montra rien. Il se figea, surpris, incrédule, ne comprenant pas comment on pouvait l'accuser ainsi sans raison. « Vous faites erreur, je viens juste de passer devant. »« Je n'ai rien volé, » dit-il calmement, la voix ferme mais sans agressivité. Mais les agents ne lui laissèrent pas le temps de s'expliquer. Mike Harper, le plus agressif des trois, s'avança brusquement. Ses gestes étaient rapides, presque brutaux. Il attrapa le bras de Marcus avec une force qui trahissait plus la colère que la raison. « Tu ne bouges pas, compris ?» lança-t-il d'un ton autoritaire. Chris Dalton, plus jeune, moins sûr de lui, regardait la scène en silence, les sourcils froncés, un doute naissant dans son regard mais sans intervenir. Peut-être avait-il conscience que cette arrestation manquait de fondement, mais la pression du groupe et la hiérarchie étaient fortes. Malgré ses protestations, malgré son calme apparent, Marcus sentit l'humiliation le gagner. Les passants, témoins de la scène, détournaient les yeux ou murmuraient entre eux, gênés ou résignés. Personne ne s'avança pour le défendre. Ce silence pesant était aussi une blessure. Les menottes claquèrent autour de ses poignets. Il sentit la froideur du métal contre sa peau, un rappel brutal de son impuissance dans ce moment. Les policiers l'escortèrent jusqu'à la voiture de patrouille, sans prendre la peine de vérifier les faits. Le moteur rugit, emportant Marcus dans une nuit qui s'annonçait longue et pleine d'injustice. Au poste de police,
les néons blafards et vacillants projetaient une lumière froide qui ne parvenait pas à dissiper l'atmosphère lourde et oppressante. Marcus fut conduit au bout d'un couloir étroit, où les murs gris semblaient suinter l'indifférence et la dureté. On l'emmena devant une porte métallique, derrière laquelle régnait une cellule froide, exiguë, à peine éclairée par une petite ampoule nue au plafond. Il s'assit lentement sur le banc de béton, le corps épuisé et le cœur lourd. Le froid humide de la cellule mordait sa peau, tandis que ses pensées s'emballaient, tournoyant dans son esprit avec une force presque douloureuse. Il repassait en boucle chaque instant, chaque détail de cette soirée qu'il avait menée ici, prisonnier d'une accusation infondée. Le regard perdu, Marcus revint mentalement à ses années dans la marine. Il se rappela les longues nuits passées sur le pont d'un navire, seul face à l'immensité de l'océan et à la colère des éléments. Chaque matin, chaque tempête, chaque mission avait été un test de patience et de persévérance. Là-bas, il avait appris à se maîtriser, à ne pas céder à la peur ou à la colère, même quand le danger était palpable. Mais cette injustice qu'il subissait maintenant dépassait tout ce qu'il avait connu. Il n'était pas en mer, face à une tempête naturelle, mais face à un système qui le jugeait non pour ses actes, mais pour la couleur de sa peau. Une accusation sans preuve, une humiliation gratuite qui creusait un fossé profond entre lui et la société censée le protéger. Autour de lui, les bruits lointains des autres détenus résonnaient dans le couloir, des voix rauques, des éclats de colère étouffés, des pas pressés. Parfois, le cliquetis métallique des clés dans la serrure s'ajoutait à cette symphonie sinistre. Ce bruit familier rappelait à Marcus qu'il était temporairement emprisonné, non par choix, mais par une fatalité injuste. Il ferma les yeux un instant, cherchant à faire le vide. Il se concentra pour retrouver ce calme intérieur qui lui avait permis, pendant des années, d'affronter des situations bien plus dangereuses. Il savait qu'il devait rester maître de lui-même, que la colère ou la peur ne ferait qu'aggraver sa situation. Pendant ce temps, dans une pièce voisine, le bureau des officiers, la tension était palpable. L'agent Chris Dalton échangea un regard inquiet avec son collègue Jacques Simmons. Le doute s'insinuait dans son esprit, troublant la certitude froide qui avait marqué leur arrestation. « Tu es sûr de ça ?» demanda Dalton, la voix hésitante, cherchant à comprendre. Simmons, le visage fermé, répondit d'un ton glacial, presque mécanique. « Faut ramener du résultat. Peu importe les moyens. C'est comme ça que ça marche ici. » Le capitaine Robert était un homme d'une stature imposante, mais ce n'était pas sa carrure qui imposait le respect dans ce commissariat d'Atlanta. C'était sa réputation, forgée au fil des années, d'homme intègre, juste et inflexible face à l'injustice. Informé rapidement de l'arrestation de Marcus Reed, il n'avait pas tardé à se déplacer lui-même au poste, refusant que l'on bâcle une affaire si délicate sans examen attentif. Dès son arrivée, il balaya la pièce du regard, écouta les quelques mots échangés, puis demanda avec autorité à voir les images des caméras de surveillance de la boutique incriminée. Le technicien lui présenta l'enregistrement. Elle s'installa, ses yeux perçants rivés sur l'écran. Minute après minute, il scrutait chaque mouvement, chaque détail. Il vit Marcus passer devant la boutique, le visage calme, les mains libres, sans jamais s'approcher des étagères ni des produits. Aucune trace de vol, aucun geste suspect. L'image était claire. L'innocence de Marcus sautait aux yeux de celui qui voulait bien voir. Elle se redressa lentement, le regard lourd de détermination, puis s'adressa aux officiers présents. « Cet homme est innocent. Il n'a rien volé. Libérez-le immédiatement. » Un silence tendu suivit sa déclaration. Mike Harper, l'agent le plus agressif, la mâchoire serrée, grommela entre ses dents, manifestant son mécontentement. Mais face à l'autorité de Hay, il n'eut d'autre choix que de se soumettre. Quelques instants plus tard, la porte métallique de la cellule s'ouvrit dans un grincement rauque. Marcus, assis sur son banc de béton, leva les yeux vers le capitaine. Dans son regard brûlait un mélange complexe de gratitude, de fatigue, mais aussi de colère contenue. « Merci, monsieur, » dit Marcus calmement, sa voix basse mais ferme. Libéré des menottes, mais toujours marqué par l'humiliation qu'il venait de subir, Marcus quitta le commissariat. Le vent frais de la nuit lui fouettait le visage, la pluie avait cessé, mais la nuit demeurait froide et sombre. Pourtant, à l'intérieur de lui, une flamme ardente brillait plus fort que jamais. Ses pensées se tournèrent vers sa mère,
une femme courageuse qui, malgré les épreuves de la vie, lui avait toujours transmis une force intérieure et une dignité inébranlables. Il pensa aussi à ses camarades de la marine, à la rigueur et au courage qui avaient rythmé ses années de service. Cette discipline, il la gardait comme un bouclier contre l'injustice. Marcus savait que cette arrestation n'était pas un incident isolé. C'était un symptôme d'un mal plus profond, une racine toxique qui rongeait le cœur même de la police et de la société. Mais il se promit de ne pas laisser cette expérience le briser, de transformer sa douleur en force. Alors qu'il marchait lentement dans les rues, sur le chemin du retour, il croisa Chris Dalton. Le jeune agent, le regard fuyant et empreint d'hésitation, semblait chercher les mots justes. « Monsieur Reed » murmura Chris d'une voix hésitante, « Je suis désolé pour ce qui s'est passé. » Ce n'était pas juste. Marcus le regarda longuement, puis hocha lentement la tête. Le pardon ne venait pas facilement, mais il savait aussi que tous les hommes n'étaient pas corrompus. « On a besoin de changement, Chris, » répondit Marcus, sa voix ferme mais remplie d'espoir. « Et ça commence par toi. » Un silence complice s'installa entre eux, fragile mais porteur d'une promesse. Dans les jours qui suivirent son arrestation injuste, Marcus Reed refusa de se laisser écraser par le silence et l'oubli. Avec une détermination farouche, il prit contact avec plusieurs associations locales de défense des droits civiques, des avocats engagés dans la lutte contre les abus policiers, et chercha à attirer l'attention des médias. Il voulait que son histoire, loin d'être une simple anecdote, devienne un symbole puissant de la résistance face à l'injustice. Rapidement, les médias locaux commencèrent à parler de « l'ancien marin injustement arrêté » et son visage s'imposa dans les journaux, à la radio, puis à la télévision. Marcus n'était plus seulement un homme accusé à tort, il était devenu un porte-voix pour tous ceux qui subissaient en silence les violences et discriminations quotidiennes. Il organisa des réunions publiques dans des centres communautaires, des églises, des écoles. Devant des dizaines, puis des centaines de personnes, il racontait son expérience avec une honnêteté brute, sans jamais céder à la colère aveugle. Il appelait à la responsabilité collective, au changement des mentalités, à la vigilance face aux abus. Peu à peu, son passé de marin refit surface. On découvrit qu'il avait servi 10 ans dans la marine américaine, participant à des missions périlleuses, affrontant les tempêtes et protégeant des populations vulnérables. Cette histoire de discipline, de courage et de sacrifice renforça son image auprès de la communauté et au-delà. Mais la lutte n'était pas sans obstacle. Simmons et Harper, les policiers à l'origine de son arrestation, sentirent la pression monter. Ils utilisèrent tous les moyens pour étouffer l'affaire, intimidation, fausses accusations, et tentatives pour discréditer Marcus. Des lettres anonymes, des appels menaçants vinrent troubler ses nuits. Certains de ses proches, effrayés par les possibles représailles, prirent leur distance. Pourtant, loin de l'abattre, ces épreuves renforcèrent la détermination de Marcus. La communauté noire d'Atlanta, profondément touchée par son histoire, se mobilisa massivement. Des manifestations pacifiques rassemblèrent des milliers de personnes dans les rues, brandissant des pancartes appelant à la réforme de la police et à une enquête indépendante sur les pratiques abusives. Dans ce contexte tendu, le capitaine Robert prit publiquement la défense de Marcus. Lors d'une conférence de presse, il dénonça fermement la corruption de certains agents, promettant que justice serait faite et que des mesures sévères seraient prises pour prévenir de futurs abus. Marcus, désormais entouré d'un réseau solide d'alliés déterminés, entama une bataille judiciaire contre les agents Simmons et Harper, les accusant formellement d'abus de pouvoir et d'arrestations abusives. À ses côtés, Sarah Collins, une avocate renommée et infatigable défenseuse des droits civiques, s'engagea corps et âme dans cette affaire. Connue pour son courage et son sens aigu de la justice, elle travailla sans relâche pour rassembler des preuves, collecter des témoignages et préparer un dossier irréfutable. Les audiences, qui s'étalèrent sur plusieurs mois, attirèrent rapidement l'attention des médias locaux, puis nationaux. Dans les salles d'audience bondées, Marcus fit preuve d'un calme exemplaire et d'une dignité rare. Il raconta son arrestation injuste, mais plus encore, il parla avec émotion du fardeau du racisme systémique qui avait marqué chaque étape de sa vie. Son témoignage percutant toucha le public, dévoilant une réalité que beaucoup préféraient ignorer. De leur côté, Simmons et Harper cherchèrent à justifier leurs actes, tentant de minimiser les faits et de semer le doute.
Mais leurs versions s'effritèrent rapidement face aux contradictions qui émergèrent. Plusieurs témoins, dont Chris Dalton, le jeune agent qui avait assisté à l'arrestation avec des doutes, décidèrent courageusement de briser le silence. Leur parole apporta un éclairage décisif sur les méthodes abusives utilisées par leurs collègues. La justice finit par reconnaître la responsabilité des agents corrompus. Simmons et Harper furent immédiatement suspendus en attendant leur procès, et inculpés pour abus de pouvoir et violation des droits civiques. Ce verdict symbolique fut une première victoire majeure pour Marcus, un signal fort envoyé à tous ceux qui pensaient pouvoir agir sans contrôle. Pour Marcus, cette victoire était autant personnelle que collective. Il savait que la route vers une véritable justice serait longue et semée d'embûches, mais cette affaire avait ouvert une porte, insufflé un nouvel espoir. Son combat devint une source d'inspiration pour d'autres victimes qui, jusque-là, avaient gardé le silence. Sa communauté s'organisa davantage, réclamant des réformes profondes et durables au sein des forces de l'ordre. Malgré ce succès, Marcus restait marqué par les cicatrices invisibles laissées par cette expérience. Il continua à s'investir dans diverses associations et mouvements, multipliant les conférences sur la résilience, la dignité humaine, le respect et la justice. Son passé de marin, autrefois un simple souvenir personnel, devint un moteur puissant, une métaphore vivante de sa capacité à surmonter les tempêtes. Animé par ce même esprit, il créa un programme de mentorat destiné aux jeunes en difficulté, combinant les valeurs de discipline militaire, de solidarité et de dépassement de soi. Ce programme fut rapidement salué pour son efficacité et son approche humaine. Enfin, ses rapports avec Chris Dalton évoluèrent profondément. Le jeune policier, désormais pleinement conscient des enjeux, s'engagea à dénoncer les abus dans son institution et à œuvrer pour un changement authentique. Ensemble, Marcus et Chris devinrent un symbole improbable mais puissant d'espoir et de réconciliation. 5 ans avaient passé depuis cette nuit où Marcus Reed avait été arrêté injustement dans les rues de West End. Le quartier avait changé, doucement mais sûrement. La communauté, jadis silencieuse face aux abus, s'était éveillée, s'était organisée, portée par l'énergie d'hommes et de femmes déterminés à lutter pour la justice. Marcus, aujourd'hui âgé de 43 ans, était devenu une figure respectée non seulement à Atlanta, mais bien au-delà. Son passé de marin, autrefois un secret soigneusement gardé, était désormais un symbole de discipline, de force et de résilience. Grâce à son initiative, le programme « Cap vers l'espoir », qu'il avait créé pour encadrer et guider les jeunes en difficulté, avait permis à plusieurs centaines d'adolescents de trouver un nouveau souffle, une nouvelle voie. Chris Dalton, le jeune policier qui avait douté et puis changé, était devenu un porte-parole influent au sein du département de police. Il avait contribué à la mise en place d'un comité de surveillance citoyenne et à l'instauration de formations obligatoires contre les préjugés raciaux. Sa transformation, visible aux yeux de tous, était la preuve que le changement était possible, même dans les institutions les plus rigides. La lutte de Marcus avait aussi inspiré une réforme majeure au sein du service de police d'Atlanta. Plusieurs officiers corrompus avaient été remplacés, des pratiques abusives dénoncées, et un dialogue sincère avait été initié entre la police et la communauté. Mais au-delà des réformes, c'était surtout le regard des habitants de West End qui avait évolué. On y voyait désormais plus d'espoir, plus de solidarité. Des murs auparavant marqués par des graffitis de colère portaient des fresques colorées représentant Marcus, ses anciens camarades de la marine, et les jeunes qui l'avaient aidé. Un soir, lors d'une cérémonie organisée par la mairie pour célébrer les héros locaux, Marcus monta sur scène. Le silence s'installa dans la salle comble. Il regarda l'assemblée, empli d'une émotion profonde. Cette histoire, dit-il d'une voix ferme, n'est pas seulement la mienne. C'est celle de toutes les personnes qui ont souffert de l'injustice. Elle est celle de ceux qui refusent de se taire, de ceux qui se battent pour un avenir meilleur. Ensemble, nous avons ouvert la voie. Et ensemble, nous continuerons à avancer. Applaudi debout, Marcus savait que la route était encore longue, mais que chaque pas comptait. Son passé avait forgé son caractère, mais c'était son engagement au présent qui bâtissait l'avenir.